Il est 18h30, donc on va démarrer parce que derrière, il faut que tout le monde puisse assister à l'émission de Xavier Bertrand dans le grand débat sur LCI, Le Figaro, RTL, WEO, La Voix du Nord. Donc là, c'est notre petit atelier très amical, avec peu de moyens. On travaille en monocaméra, en webcam, avec un micro, des amis. Alors, cela dit, il fait beau. Merci Anne de nous recevoir aujourd'hui à Amiens. Je rappelle que tu es conseillère régionale sortante, que tu présides la commission rayonnement, que tu es extrêmement impliquée dans les dossiers culturels et que tu sièges aussi à la métropole. Oui. Voilà, donc on en dira un mot. Il y a François, qui est un homme du littoral, mais qui a aussi des racines ici à Amiens, et donc qui va nous parler un peu de ses activités, qui se présentera. Et puis Julien, mon partenaire de débat, qui a la gentillesse de nous accompagner. Aujourd'hui, sous le soleil, on est donc rue Colbert, c'est ça? Tout à fait. On est pour les habitants des Hauts-de-France qui connaissent mal Amiens, on est au nord-est. Alors, on est à côté de l'hippodrome d'Amiens. Oui, qui est juste là, voilà, devant nous. Donc sud-ouest d'Amiens, donc à côté de grands équipements. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est particulièrement agréable, comme vous pouvez le constater. Voilà, au-delà du soleil, on est quand même dans un cadre très sympa. Et puis grand jour. Non mais oui. Alors pour les restaurateurs, pour toutes les professions de la culture, c'est quand même un jour enfin. Et on respire là. Une étape. Ça va faire du bien. Tout n'est pas gagné, mais quand même. Hein. On a franchi une marche. Hein, on est chez Emmanuel Macron, hein, d'une certaine manière. Donc ici, on n'est pas sectaire, quoi qu'il en soit. Et on est surtout là pour parler culture et rayonnement, territoire. On va parler aussi événementiel et beaucoup donc du littoral, grâce à François, que je remercie d'être là. Donc Anne, si tu veux nous dire quelques mots sur toi, sur la manière dont tu as mené ton combat depuis 6 ans maintenant. Alors, donc, comme tu l'as dit, je suis élue locale, hein, je suis maire de Dury, donc maire d'une commune au sud d'Amiens. Combien d'habitants, Dury? 1300. 1300. Mais plus de 2000 salariés. J'aime à le rappeler parce que c'est une commune qui donne un intérêt particulier, parce qu'on a la vie de village et en même temps, on a une zone économique très importante, on a un hôpital aussi. Donc, c'est vraiment ma vie de maire est très variée, très dense, très riche. Et donc, j'ai rencontré Xavier en juin 2015. Il était venu dans ma commune, c'était ma première rencontre avec lui. Il était venu lancer sa campagne auprès des maires. Tu venais d'être élu, hein, c'est ça? Oui, toute jeune élue. Donc voilà, Xavier Bertrand qui vient dans ma commune et qui s'adresse aux maires pour lancer sa campagne dans la Somme. Et ça, c'est important de le rappeler, voilà, parce qu'il a gardé cette proximité avec les élus de terrain. C'est ce qui m'a plu vraiment, cette proximité, cette volonté de garder du lien avec les élus locaux qui sont en première ligne. Voilà, donc on s'est rencontrés en juin 2015, il m'a proposé de partir pour les régionales, on a été élus et j'ai eu la chance d'être désignée, en tout cas d'être élue présidente de la commission rayonnement. Donc Alors c'est quoi une commission rayonnement d'ailleurs? Parce que pour ceux qui nous suivent, ils ne savent pas forcément après comment ça s'organise, tout ça c'est un peu de la tambouille interne. En deux mots. Alors en tout cas une commission, son rôle c'est, alors il y en a 10 à la région, 10 commissions. Et donc, il y en a une qui avait cette spécificité d'être sur le rayonnement, l'attractivité du territoire. Et d'habitude, une commission, c'est une commission à thème. Donc, par exemple, une commission culture, une commission sport. Voilà. Et Xavier a voulu rassembler plusieurs thématiques qui caractérisent la région en termes d'attractivité et de rayonnement, d'où son nom. Et donc, au sein de cette commission, il y a le sport, la culture, la jeunesse, le tourisme, les relations internationales et la communication. Donc on est d'accord, ça, c'est pas l'attractivité. C'est rayonnement, voilà. Enfin, ça fait partie des éléments d'attractivité du territoire. Voilà. Quand on parle tourisme, c'est de l'attractivité. Quand on parle culture, c'est forcément, quand on devient la région de France en termes de budget culturel, c'est forcément, on parle d'attractivité aussi du territoire pour les acteurs culturels et puis pour tous ceux qui veulent vivre la culture. Donc, en tout cas, j'ai eu vraiment une chance exceptionnelle pendant 6 ans. Alors, on a commencé un mandat avec une forte ambition, notamment sur la culture. Xavier Bertrand souhaitait qu'on devienne en effet cette région de référence pour la culture. Je pense que quelque part, il a réussi son pari déjà en termes de moyens. Il s'est donné les moyens de son ambition, puisqu'on est donc le premier budget culture de France, donc, des régions de France. C'est donc 120 millions, c'est ça? Alors, on est monté jusqu'à 119 et quelques, voilà, 119 millions. Donc, on est vraiment sur un budget exceptionnel pour mener… 120
pour ceux et celles qui nous écoutent, ça ne veut pas dire grand-chose, les millions parfois, Oui. mais par rapport aux prédécesseurs, on était à 80 millions, c'est ça? Oui, et même on pourrait dire, alors si on reprend à peu près, puisque oui, on a quelque part fait une augmentation de 50% par rapport à 2015. Donc vraiment, voilà, on a passé un palier très important, donc une forte ambition, des moyens, des grands projets, et en même temps, et bien sûr, c'était un fil conducteur du mandat de Xavier, c'était la culture pour tous et sur tous les territoires, dans cette nouvelle grande région. Donc cette commission, elle a été passionnante, elle a commencé de cette façon-là, une nouvelle politique culturelle à définir, puisque la région Picardie et la région Nord-Pas-de-Calais avaient leurs propres dispositifs, leurs propres priorités. Il a fallu redéfinir une nouvelle politique pour la région, qu'on a portée pendant 6 ans, et puis une fin de mandat, évidemment, qui n'a pas été du tout comme on l'a attendu, puisque la crise sanitaire est arrivée. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est la journée où on améliore, en tout cas on assouplit les jauges, on rouvre, mais on a quand même connu une dernière année de mandat toute particulière. Et moi, dans ma vie d'élu, ça me restera évidemment marqué, puisque voilà, on a commencé dès le mois de mars de l'année dernière à travailler avec les acteurs culturels sur cette crise. Ça a été très violent, très soudain. Ils ont été les premiers touchés, ils en sont les premiers à en sortir, les derniers à en sortir. Et donc mon rôle d'élu a pris une autre dimension, auquel évidemment je ne m'y attendais pas il y a 6 ans. Voilà. Et quand tu dis que ça a changé, qu'est-ce qui a changé dans l'approche? Parce que sur le fond, bon, il y a beaucoup qui est fait pour le spectacle vivant, donc beaucoup pour tous ceux qui font la culture. D'abord, ils sont très nombreux sur le territoire. Il y a des scènes magnifiques quand même. Il y a des scènes. Sur le territoire. Il y a des scènes, des compagnies. On a en effet des lieux de culture qui sont labellisés, d'autres qui sont sur de la proximité, des résidences d'artistes sur l'ensemble du territoire. Voilà, on a une vie culturelle qui est très très riche. Les acteurs sont nombreux, tu l'as dit. L'emploi culturel est très important dans la région. C'est à chaque fois, chaque filière a évidemment, voilà, c'est une richesse. Et on a vraiment réussi à faire que cette culture devienne, en tout cas dans l'ADN de la région. Je pense qu'on a une grande fierté, et une fierté partagée avec les acteurs culturels. Moi, dans chaque rencontre, avec chacun des acteurs, on a pu partager, certes, une ambition de la région, mais surtout ce sont leurs projets, leurs créations, qu'on est fiers d'accompagner. Et voilà, on a pu avoir ce sentiment de fierté qui est monté, je trouve, en puissance pendant 6 années. Et évidemment, on accompagne quand tout va bien, et on accompagne aussi quand ça va moins bien, comme cette dernière année qu'on vient de vivre. Bien sûr. François, donc toi, tu as un historique quand même conséquent. Donc, tu es donc un natif d'Amiens. De la côte, expatrié sur Amiens. Donc, mais tu continues à porter haut les cerfs-volants. C'est ça. De ce beau festival qui malheureusement, bon, l'année dernière, n'a pas pu se tenir. Donc, tu peux nous parler un peu de Berck et de toi d'abord, un peu comment tu es entré, où est-ce que dans la marmite, dans le chaudron, tu es tombé tout petit, tu es tombé plus récemment? Dans quel chaudron? Le chaudron du cerf-volant. C'est pas vraiment le cerf-volant, bon, c'est plutôt. Oui, moi l'image est médiocre. J'ai grandi sur la côte et je suis venu sur Amiens pour faire mes études, comme beaucoup. C'est une ville à laquelle je me suis beaucoup attaché. J'ai quitté Amiens et j'ai souhaité revenir. Et puis mon parcours a fait que dans ma jeunesse, j'avais été moniteur de cerf-volant sur la plage. Et ça avait été quelque chose de très très agréable, qui a laissé des bons souvenirs. Et j'ai eu l'occasion de revenir par la case Office de tourisme à Berck-sur-Mer, que j'ai dirigé pendant 6 ans. Et maintenant, ça fait 5 ans que je suis en charge des événements, des animations, des loisirs dans la station. Et c'est à travers les rencontres de cerfs-volants que nous organisons que j'ai l'occasion de travailler avec Anne par la commission rayonnement, justement. Et comment ça se passe entre un acteur et le conseil régional pour donner un peu de vie, un peu de chair, parce que parfois le conseil régional, ça peut être lointain. Comment ça se passe? Donc c'est un accompagnement. La méthode avec Anne a été différente, je tiens à le souligner, c'est-à-dire que la région nous accompagne, nous soutient financièrement sur l'organisation des rencontres. Et Anne est venue à plusieurs reprises au préalable, en amont de ces rencontres, venue sur Berck, parce qu'on défend nos demandes de subventions en région par des dossiers. Et Anne est également venue lors des rencontres où on a passé... Elle avait un emploi du temps très serré. Quelques heures, on a passé un petit peu plus de temps ensemble sur une journée merveilleuse, ensoleillée et très colorée. Et puis, c'est vrai que le lien entre la station de Berck-sur-Mer et la région est très important.
Notamment, moi, je tiens à remercier également la commission rayonnement parce que en 2020, les rencontres ont été annulées et la région a maintenu la subvention qu'elle avait votée. Ça, c'est un geste fort parce que forcément, l'événement n'a pas eu lieu. Je vais parler un peu des retombées pour la station d'un tel événement, mais ce sont beaucoup de frais que nous engageons. C'est un budget de 5 à 600 000 euros. Quand les rencontres sont annulées un mois avant, nous avons engagé beaucoup de frais avec des partenaires locaux, des arts dans les hôtels, des prestations de services avec des entreprises locales. Et forcément, sans événement, nous n'avons aucune recette. Et très vite, Anne nous a rassurés en disant que Xavier Bertrand avait choisi de maintenir la subvention qui avait été votée et de nous la distribuer avec cette volonté que cette subvention soit bien redistribuée sur le territoire. C'est-à-dire que ce n'était pas pour terroriser. Moi, je suis l'établissement public, donc ce n'était pas pour gagner de l'argent pour l'année suivante, mais c'est vraiment de maintenir nos engagements sur les hôteliers, les restaurateurs locaux. Donc cette subvention a été reversée sur le territoire, ça c'est un geste fort. C'est combien de visiteurs en temps normal Alors c'est très compliqué, les rencontres de cerfs-volants, c'est 10 jours, c'est 600 000 visiteurs. Qui viennent du monde entier? Des visiteurs qui viennent principalement de toute la France. Les cervelistes viennent de 17 pays. On a des touristes étrangers, anglais, belges, proximité qui viennent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au mois d'avril, à un moment où normalement la station se réveille, où ce n'est pas encore forcément les beaux jours sur la côte d'Opale, on fait en 10 jours l'équivalent d'un mois de juillet en termes d'activité pour les restaurateurs, pour les hôteliers, pour les commerçants. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que les rencontres de cerfs-volants, Berre-sur-Mer, vous connaissez peut-être, c'est une station très hospitalière dans le sens de l'accueil, mais aussi dans le sens des hôpitaux. La plage est magnifique. Une grande plage, mais c'est vrai que toute l'histoire autour des hôpitaux est venue parfois ternir un peu cette image de station. Et c'est vrai que les rencontres de cerfs-volants que nous accueillons maintenant depuis 34 ans sont venues apporter une image beaucoup plus familiale, colorée, à l'approche des beaux jours. Et les rencontres de cerfs-volants, c'est un budget de 5 à 600 000 euros qui permettent de redistribuer 20 millions d'euros sur le territoire. Donc c'est un événement économique extrêmement important pour la station, pour son rayonnement, parce que ces images que l'on diffuse à travers le monde entier sont un produit d'appel extraordinaire pour le mois de mai, juin et la saison. Et au-delà de la subvention, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement de la région sur d'autres dispositifs, un accompagnement logistique sur l'événement? Alors, bien sûr, la région est présente sur les rencontres. Elle vient rencontrer le public avec des moyens d'animation qu'on travaille ensemble au préalable. Il y a vraiment un travail vraiment partenarial au-delà de la subvention. Vraiment. C'est ça. On essaie de travailler ensemble les animations qui vont être proposées pour que ça fasse sens sur la manifestation et surtout qu'il n'y ait pas des événements musicaux qui se multiplient. Donc, ça se fait en très bonne collaboration avec la direction de la communication de la région ici à Amiens. D'accord, ouais. Et puis, l'accompagnement avec la région se fait de différentes manières. Aussi, on parle d'attractivité, de rayonnement. Nous, on travaille étroitement avec le comité régional du tourisme aussi, qui nous accompagne sur toute l'évolution de cette crise, cet accélérateur un peu du changement autour du bien-être et des nouvelles attentes des clients. Alors, on n'est pas là pour faire de la politique, mais quand même en dire un mot. C'est-à-dire, dans l'approche qui a été la tienne et celle de Xavier, et comme ailleurs, on a amené une politique sans exclusive, très ouverte, très libre. Je rappelle que dans d'autres domaines, et pas dans la culture, mais la région a aidé des villes qui sont des villes qui sont Rassemblement national, des villes communistes, des villes de gauche, des villes qui sont on aide tout le monde. Voilà, de droite. Et ça a été particulièrement vrai dans la culture. Et c'est quelque chose qu'on souhaite continuer. Est-ce que tu peux dire un mot sur cette approche qui avant tout, c'est un dialogue? Bien sûr. Et sans exclusif. C'est un dialogue. Alors, ce dialogue, il se fait à la fois avec les collectivités, il se fait aussi avec les acteurs culturels. Donc oui, on a évidemment, on le sait très bien, on le connaît très bien, on sait très bien qu'il y a des bassins de vie qui sont moins avantagés en termes d'offres culturelles. Voilà, il y a plein de facteurs qui interviennent. Et donc, évidemment, une fois que nous, on les connaît, on essaye de rééquilibrer. C'est tout l'enjeu. En fait, au début du mandat, c'est vrai qu'on pensait plus on a évidemment en tête le rééquilibrage nord-sud, avec Lille, voilà, avec cette force culturelle à Lille. Voilà, un sud un petit peu moins doté, en tout cas. Et donc, au départ, on a ça en tête. Et puis après, quand on regarde avec précision, on se rend compte qu'au-delà de Lille et Amiens, on a aussi la question d'un rééquilibrage entre les territoires, donc des métropoles, et puis aussi la campagne, les zones rurales. Donc finalement, on a eu un double enjeu, et à chaque fois, on avait gardé ça en tête sur chaque dispositif,
c'est cette question du rééquilibrage et comment on effectue à la fois ce rééquilibrage en termes de qualité des structures, et puis aussi de résonance et de diffusion des spectacles, des expositions sur l'ensemble du territoire. Donc ça a été un filtre dès le départ donné par Xavier Bertrand, c'était de dire que oui, il y a Lille, il y a Amiens, qui sont des lieux vraiment incontournables de culture, mais nous, on a ce devoir d'aller irriguer les territoires ruraux, d'aller vraiment sur des territoires pour lesquels qui sont moins dotés en tout cas pour la culture. Donc ça a été un objectif. Alors, ce rééquilibrage, il ne se fait pas en claquant des doigts. Hein. Il faut beaucoup travailler, il faut travailler avec les acteurs culturels. On a la chance dans la région d'avoir des filières qui se structurent. Certaines sont plus structurées que d'autres. On a aussi la chance d'avoir des artistes et des compagnies et des acteurs culturels qui donc se structurent parfois en collectif. Donc notamment en région de France, on a le CRAC qui a été un interlocuteur privilégié. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on définit une nouvelle politique, qu'on co-construit, c'est avec eux que l'on écrit cette nouvelle page de la politique culturelle de la région. Et quand ça ne va pas bien, là, comme on l'a vu depuis un an, c'est évidemment vers eux que je me tourne et que Xavier se tourne pour les entendre, pour nous faire remonter. Et nous, en fait, après discussion avec eux, on voit ce qui doit être nos enjeux et nos nouvelles priorités. Quand on a fait le plan de soutien il y a donc maintenant quelques mois, qui a été présenté fin septembre en séance plénière de fonds de soutien exceptionnel, il est l'issue d'un travail très très long de rencontres, alors rencontres entre les services et ce collectif d'artistes et d'acteurs culturels qui représentent l'ensemble des filières, avec moi aussi, parce que j'ai fait quand même, on a pu réaliser un certain nombre d'échanges, de réunions, alors en visio, hein, c'était pas super qualitatif, mais en tout cas, ça a eu le mérite d'exister et on a eu vraiment, je crois, c'était plus de 40 heures de réunions ensemble. Et on a pu ensemble définir les filières qui devaient être prioritaires. Donc c'est vrai que sur ce plan de relance, on a privilégié le livre, les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants, les artistes-auteurs. Non, mais tu peux peut-être d'ailleurs dire un mot de ce qui a été fait pour les librairies, pour les cinémas. Après, on fera un petit tour un peu de... Mais je sais qu'il y a une action qui a été amenée aussi dans... Donc, par exemple, pour les librairies, concrètement... Pour les libraires, en fait, c'était de les aider dans la restructuration de leur lieu. Voilà, et puis aussi, évidemment, sur la question du chiffre d'affaires, etc. Voilà, en période de crise, comment une librairie indépendante... Après, ça peut être aussi sur l'emploi, agir sur l'emploi au sein des librairies. On a accompagné un certain nombre de libraires pour qu'ils puissent avoir un employé dans leur librairie. On sait que c'est compliqué pour les librairies indépendantes. Donc, il y a eu une aide à l'emploi aussi qui a été faite. Après, sur les artistes-auteurs, ça nous a été remonté et on en avait évidemment bien conscience qu'il y a un certain nombre d'artistes-auteurs qu'on a du mal à capter, à aider. C'est-à-dire que c'est pas qu'on ne veut pas les aider, c'est qu'on a du mal des fois à faire passer l'information. Donc, tout ce travail en fait qui a eu lieu pendant ces 6 années, au début pour construire cette nouvelle politique ou à la fin pour définir ce nouveau plan de soutien, il a été fait avec les collectivités et surtout avec les acteurs culturels eux-mêmes. Voilà. Donc ça a été... c'était aussi une façon de faire. C'est un petit peu la patte de ce mandat, c'était faire avec eux. Voilà, on ne peut pas... nous, on a plein d'idées, on a plein de choses, mais il n'y a rien de mieux que les acteurs culturels pour nous dire, voilà, là, il y a un petit trou dans la raquette, il faut réajuster. C'est aussi un énorme travail qui a été fait pendant 6 ans. Ça a été à chaque fois de se questionner pour modifier les dispositifs, pour les réadapter à la situation. Et on l'a vu pendant la crise, beaucoup d'acteurs nous disaient évidemment il faut un soutien financier fort. Donc on a mis plus de 3 millions pour aider les acteurs culturels pendant la crise, en plus du budget assez fort tout au long de l'année, voilà, c'est un plus. Mais ils nous disent aussi il faut que par exemple le président de région soit notre porte-parole auprès, par exemple, du ministre de la Culture, auprès du ministre de l'Économie, pour dire, voilà, par exemple, sur le livre, il y a eu une question sur les frais, sur les tarifs d'envoi du livre. Voilà, le président Bertrand, il a aussi ce rôle de porte-parole, de porter les enjeux du territoire dans le domaine culturel. Donc, parfois, les acteurs culturels nous demandent, oui, un soutien financier, c'est indispensable, mais c'est aussi que la région écoute, fasse remonter au niveau central. Ça, c'est un rôle qui a vraiment, que je pense que Xavier a réussi à faire. Et puis aussi, c'est ce qu'il nous demande aussi, c'est des fois de faciliter nos dispositifs, faciliter nos process, parce que c'est vrai que la région, c'est une grande machine. Tu l'as dit tout à l'heure, voilà, la commission, on se demande ce que c'est. La région Hauts-de-France, quand je suis un acteur culturel
anti-RH, comment je fais pour avoir accès à un dispositif, comment on fait pour avoir l'information. Donc, évidemment, une nouvelle région, il a fallu que les choses se rodent. Et puis voilà. Donc, on peut toujours s'améliorer. Hein, tout est perfectible, c'est ce que je dis. On s'améliore, on les écoute, on essaye d'améliorer. Et on a notamment, oui, mis ce plan de soutien financier, mais on a aussi permis, par exemple, pour qu'on puisse avoir un été culturel, on leur a permis de réadapter leur projet. C'est-à-dire qu'on maintient la subvention, ça déjà on leur dit, comme l'a dit François, on a réaffirmé notre soutien, donc ça c'est un peu pour sécuriser au niveau économique, mais surtout on leur a dit, voilà, on vous donne la possibilité de revoir votre projet, de revoir le calendrier, donc de reporter et on maintient, et ça c'est quand même quelque chose d'important pour eux, de savoir que ils peuvent avoir un petit peu de liberté et être un peu plus légers pour créer, parce qu'ils ont quand même une année très difficile. Créer dans ce contexte-là, c'est quand même compliqué. Et nous, ce qui est important, c'est en effet la culture, créateur d'emplois, rayonnement, mais c'est surtout permettre à nos artistes de créer et qu'il y ait toujours cet acte de création. Et maintenant, ça va être les retrouvailles et faire que la culture puisse retrouver son public et qu'il puisse y avoir de nouveau cette rencontre avec le public. Je rappelle que c'est un choix, la compétence culturelle est un choix, toutes les régions n'ont pas fait ce choix. Et puis, il y avait un existant, il y a des joyaux culturels dans la région, il y a des joyaux du patrimoine comme Chantilly, il y a le château de Compiègne, il y a des musées extraordinaires, la piscine, le musée de Picardie qui vient d'être rénové et qui est sublime. D'ailleurs, tu pourras aller en dire un mot, on parlera tout à l'heure un peu plus du territoire ici autour d'Amiens. Et puis après, il y a les nouveautés, il y a ce qui a été inventé, c'est-à-dire, je pense évidemment à Sérimania, je pense aussi à l'Institut de la photographie. Peut-être tu peux nous parler un peu de ces… Parce que il y a des choses d'ailleurs qui ne sont pas encore totalement sorties de terre. C'est que l'Institut de la photographie à Lille, il y a des expositions, mais voilà. Donc tu peux peut-être nous parler un peu de ces… C'est-à-dire en effet que, voilà, tout à l'heure tu l'as dit, un budget très important, hein, il est arrivé à son maximum à un peu plus de 119 millions d'euros. Essentiellement donc tourné vers les programmes d'activité des structures pour qu'elles puissent en effet avoir une visibilité, créer, et voilà, donc ça c'était important. Et à côté de cela, on avait la volonté d'avoir des projets phares, des projets moteurs qui évidemment sont voilà, qui fédèrent et puis qui sont en termes de rayonnement et d'attractivité très importants. Donc tu l'as dit, l'IPP, l'Institut pour la photographie à Lille, qui va avoir un effet aussi réseau. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que derrière un gros projet, comme Sérimania ou comme l'IPP, derrière, il y a des résonances dans les territoires. C'était aussi une grande exigence. Dans tout ce que l'on a demandé, dans tous les porteurs de projets que j'ai pu rencontrer, et ils l'ont maintenant bien en tête au bout de quelques années, c'est de dire, voilà, oui, vous avez un projet qui, par exemple, est à Lille, un projet qui est à Amiens, un projet qui est à Saint-Quentin. Nous, ce qu'on vous demande, c'est aussi qu'il y ait un rayonnement. Je prends par exemple le cas ici, on a la Comédie de Picardie à Amiens. Et bien au début, voilà, ils avaient un projet qui était certes très tourné sur l'Amiénois, au sens large, hein, donc au-delà d'Amiens, mais sur l'Amiénois. Aujourd'hui, là, j'ai encore assisté au conseil d'administration la semaine dernière, on a regardé toutes leurs activités, toute la nouvelle programmation pour la saison à venir, et on se rend compte qu'ils sont vraiment tournés vers la grande région, avec des résonances sur tous les territoires, avec des partenariats avec d'autres lieux de culture. Et ça, c'était pareil, une exigence de Xavier Bertrand de dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler sur un petit territoire. Il faut vraiment que vous ayez des résonances et des échanges à travers la grande région. Donc ça, c'était une de nos exigences. Encore une fois, notre volonté d'avoir une culture pour tous, partout. Donc ces grands projets, quand Sérimania est à Lille, il a des résonances à Amiens, il a des résonances dans l'Aisne, il a des résonances dans l'Oise. Quand tu dis résonance, il y a des séries, des événements qui ont lieu. Se déroulent ici à Amiens ou à Saint-Quentin. Donc on a la grosse locomotive, c'est vrai, mais qui est indispensable pour lancer une dynamique. Et nous, notre exigence, c'est de dire tout le monde doit pouvoir bénéficier de ce gros et beau projet. Et pour l'IPP, pareil. On a, c'est vrai, des lieux de photographie dans toute la région. L'IPP à Lille existe, mais est un point central et est un projet très fort, est vraiment très volontariste. Enfin, sur ce sujet, Xavier Bertrand a une politique très volontariste pour l'IPP.
mais parce que grâce à cet institut, on va pouvoir avoir, encore une fois, des maillages à travers la région, des échanges, des partenariats. Voilà, quand il y a une exposition à Lille, elle pourra aussi peut-être voilà, aller sur l'ensemble du territoire. L'important, c'est de fédérer autour d'un projet. La photographie en Hauts-de-France, c'est une réalité. Il faut juste organiser les choses. C'est vrai qu'on a la locomotive de l'IPP, mais voilà, on a vraiment plusieurs lieux de photographie dans la région. Donc, là, on marche sur nos deux jambes. Voilà. Il y a les grands projets, mais c'est toujours au bénéfice de la grande région et de tous les territoires. C'est ce qui est généré aussi autour des activités. Je pense au cinéma. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une terre de cinéma ici. C'est vrai tout ce qui a été fait par Pictanovo, les tournages. C'est du boulot aussi pour les intermittents, pour les techniciens du spectacle. Parce toute une filière. Il y a ceux qui sont derrière, qui sont sur la scène, il y a ceux qui sont derrière la scène. Et Dieu sait s'ils sont essentiels là. Bon, on fait tout en solo, hein. On n'a pas de technicien avec nous. Technicien 1, technicien 2. Mais dans la réalité, chez les professionnels, parce que nous, on n'a pas la prétention d'être professionnels, il y a les techniciens quand même du spectacle. Ils sont très nombreux. Ils sont essentiels. Ils sont essentiels. Et grâce à Pictanovo, on a quand même une filière qui s'est structurée. On a un soutien très fort de la région. Mais aujourd'hui, quand on dit que la région est devenue une terre de tournage comme jamais. Franchement, il y a des tournages toutes les semaines. C'est aussi parce qu'on a créé cette dynamique, qu'on y a cru. Et quelque part, on a aussi une professionnalisation et une montée en puissance de toute cette filière. Et ça, c'est important parce que c'est de la richesse, c'est de l'emploi. Et c'est important d'avoir des emplois qualifiés. Souvent, voilà, sur des tournages, on a un certain type de professionnels qui viennent parfois de Paris. Voilà. Nous, aujourd'hui, maintenant, on arrive à avoir nos talents chez nous. C'est ça qui est important. C'est de monter en puissance et d'avoir des professionnels qui sont des Hauts-de-France, qui travaillent en Hauts-de-France et après qui vont aussi travailler ailleurs, mais qui reviennent en Hauts-de-France. Et ça, c'est vraiment une grande fierté. Et Pictanovo a fait un travail incroyable sur cette filière image. On ne va pas faire le quart d'heure publicitaire, mais peut-être en question en ligne, est-ce que je ne vois pas bien les micros ou les mains levées, mais si n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, vous pouvez tout à fait, il vous suffit d'activer votre micro. Hein. Je vous préviens, n'hésitez pas à nous interrompre. On est prêt à répondre. François, toi, sur le littoral, dans cette relation entre la région, la culture, toi qui connais bien toute la zone en remontant très très haut sur la côte, qu'est-ce que, voilà, il y a Abbeville qui est pas loin de Berck aussi. Comment tu ressens cette politique culturelle? Nous, on la ressent très présente et puis il y a également une forte attente du public. C'est vrai qu'il y a énormément de petites scènes, de Calais à Abbeville, il y a énormément de grands rendez-vous. Nous, aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur comment continuer à proposer ces rendez-vous. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une cassure. On se demande de quelle manière on peut continuer à proposer ces mêmes types de rendez-vous. On voit sur une station pas très loin de la nôtre qui repositionne des événements parce que tous les contextes sanitaires, de passes sanitaires, d'enceintes sanitaires font réfléchir différemment. Nous, par exemple, nous avons pris le choix de multiplier les petits rendez-vous tout au long de l'année. Par exemple, on parle de 600 000 personnes sur les rencontres de cerfs-volants. On a la volonté de faire renaître ces cerfs-volants, mais faire rencontrer autant de monde sur un si petit espace, aujourd'hui, c'est questionnant. Donc, on a dû se réinventer et du coup, d'un événement qui était sur 10 jours, maintenant, on est sur un événement qui s'étale tout au long de l'année. On présente des cerfs-volants sous toutes ses formes tout au long de l'année, avec des expositions notamment hors les murs, où on se fait accompagner par les institutionnels pour maintenant aller au-devant du public et aller dans des lieux de promenade, dans des lieux où les gens sont en plein air. Et justement, parce que pour avoir participé à beaucoup de visios sur cette culture et avec des acteurs culturels de la région, il est vrai que moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette approche partenariale, cette proximité avec tous les acteurs culturels et justement cette volonté-là, et tu l'as exprimé tout à l'heure, d'accompagner aussi la transformation, l'évolution finalement de ces secteurs. Et donc le Covid a été un accélérateur mine de rien, avec une nécessité de vous adapter. Donc comme tu disais là, donc vous voulez vraiment multiplier forcément des petits événements tout le long de l'année. Quelle autre forme d'adaptation vous allez entreprendre sur votre approche d'organisation d'événements culturels? Est-ce que vous avez qu'est-ce que le Covid a finalement encore plus accéléré ou déclenché
Après, la frontière avec la culture est toujours un peu ténue, c'est-à-dire dans l'attractivité, dans le rayonnement. Nous, aujourd'hui, on a remarqué que, d'ailleurs, c'est le comité régional qui nous avait fourni ces études sur le premier confinement, à l'issue du premier confinement. Une des premières attentes des gens de la région Hauts-de-France était de profiter d'un coucher de soleil, de marcher au bord de l'eau, de retrouver ces espaces. Et c'est vrai qu'il y a une attractivité pour le littoral extraordinaire. On l'a très bien vu l'été dernier, où on est sur une année excellente, malgré un printemps confiné, mais une très bonne saison qui a été courte, parce que les gens de la région sont venus redécouvrir le littoral. Des clients qui partaient à l'étranger ou sur d'autres côtes durant l'été sont venus redécouvrir le littoral. Et pour nous, il y a un axe de travail extraordinaire de fidéliser, de redonner envie de découvrir la proximité. Et c'est un travail que nous, tous les acteurs du tourisme de la côte, travaillons depuis très longtemps, de ne pas simplement être sur une saisonnalité estivale, mais de déclencher des temps de loisirs tout au long de l'année. Et on remarque en plus, avec le confinement, le télétravail, il y a une vraie évolution. Les temps de loisirs, les temps de travail sont de plus en plus mélangés. On n'est plus sur la période simplement du week-end ou des vacances sur lesquelles on sort. On est en train d'adapter son organisation pour profiter de bon temps tout au long de la semaine, du mois, de l'année. Et nous, acteurs touristiques, sportifs, culturels, on doit aussi adapter et sortir de ces rendez-vous estivaux pour proposer des rendez-vous tout au long de l'année. Comme on disait, on a une avant-saison ici déjà très bonne, malgré la fermeture au début des restaurants, mais les hôtels sont ouverts. Et à un moment où on était encore en pré-saison, on remarque déjà du monde qui vient sur le littoral parce qu'il y a eu cette envie de retourner au grand air. Et voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on est très attentif. Et puis se réinventer aussi parce que on sait que les événements en salle, les gens cherchent des événements en plein air. Le pass sanitaire est questionnant. La barrière des 5000, les grands rassemblements. Aujourd'hui, quand nous travaillons sur la saison, on travaille de longs mois à l'avance. On a d'ailleurs renouvelé les contrats des artistes qu'on avait alignés l'année dernière, par principe. Mais c'est vrai qu'à un moment, on joue aussi on a de l'incertitude à organiser 3 mois à l'avant des grands rendez-vous. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des petites jauges à moins de 1000 personnes qui se multiplient et qui deviennent de grandes animations plutôt qu'une grande affiche qui va peut-être brasser une grande population et qui peut parfois inquiéter la population. Donc on est très à l'écoute de cette évolution, de cette l'évolution de la vaccination, etc. Alors, pour parler un peu de territoire ici, puisqu'on est à Amiens qui m'est cher aussi, je précise que j'ai la chance aujourd'hui d'être administrateur d'une association qui s'appelle Arts et Jardins Hauts-de-France, qui est une création et qui a eu beaucoup d'activités au cours des dernières années et qui pilote notamment le Festival des Ortillonnages qui vient d'ouvrir. Tous ceux qui ne l'ont pas encore visité, je vous invite à le faire. Je peux vous dire que, alors, si vous voulez le faire en barque, il faut réserver parce que c'est plein. On a des marques magnifiques en bois, toutes nouvelles, qui ont été fabriquées par faiseurs de bateaux qui sont à Saint-Omer, donc des vrais artisans. Le festival est d'une qualité exceptionnelle avec des talents, des jeunes artistes. C'est la vocation de ce festival, de faire découvrir des artistes, des plasticiens, des paysagistes, avec une thématique qui est très forte, puisqu'on est aux ortillonnages, qui est l'alimentation. Donc, ça peut être en clin d'œil, ça peut être un clin d'œil artistique, ça peut être de la réalité de la production, parce que c'est potager. Donc, je tenais à en dire un mot. C'est vrai qu'il y a eu un soutien de la région qui a été très fort au cours des dernières années. On a aussi créé les Jardins de la Paix qui ont irrigué l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. On a aujourd'hui une vingtaine de jardins qui ont été créés par des artistes venant de tous les pays du monde, de tous les pays qui ont combattu, puisque pendant la Première Guerre mondiale, puisque l'idée de départ des Jardins de la Paix était d'accompagner justement dans le tourisme mémorial, d'offrir une offre alternative. Il y a évidemment notamment les Britanniques, les Australiens, les Néo-Zélandais qui sont des clients réguliers de la région. Puis il y a les jeunes générations à qui il faut montrer la mémoire autrement. Donc, on a essayé de faire tout ça. Et puis, on a ici aussi un chantier d'insertion qui a vraiment qui est des taux de réinsertion qui sont fantastiques pour remettre les gens au travail, pour leur redonner une chance. Et ça, on est vraiment très fiers aussi de cette partie. On va aller plus loin. On travaille aussi avec le ministère de la Justice. Et donc, il y a beaucoup de choses nouvelles qu'on essaie de faire comme ça autour des jardins et du potager. Puis je cite la dernière initiative qui sont les potagers dans les lycées,
avec 5 lycées dans nos 5 départements. On a inauguré récemment celui du lycée Faidherbe à Lille. Il y en a un ici à Amiens, à Clermont, dans l'Oise, près aussi au lycée de Cheny. Donc, et ça, c'est aussi pour amener les enfants, donc les lycéens, à comprendre autrement la relation avec la nature et l'alimentation. Et on sait qu'on a des problématiques centrales. Malheureusement, ici, on a des problématiques de santé. Moi, je crois très, très fortement au fait qu'il faut éduquer aussi comme ça, sur le terrain, en touchant les choses, et que l'alimentation, effectivement, c'est pas seulement ce qu'on trouve dans la grande distribution, c'est une réalité. Alors, ceux qui aiment et qui savent et qui ont la chance, évidemment, oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ont vécu dans un milieu urbain, qui sont un peu éloignés du potager, de ce que c'est que la nourriture. Et c'est aussi un moyen de leur donner du plaisir. Mais il y a d'autres choses à Amiens. Bon, alors, le Festival des Ortillonnages, c'est une chose centrale. Incontournable. Mais on est à côté de la cathédrale, un autre bijou. Donc, ici, à Amiens, la Maison de la Culture, très, très, très belle maison historique. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de l'Amiénois et de la culture en dehors du festival? En dehors du festival, même si c'est vrai que c'est d'actualité et c'est toujours exceptionnel et ça monte vraiment en qualité d'année en année. Donc je ne sais pas encore l'année prochaine à quel niveau vous allez arriver, mais en tout cas ce festival il est incontournable, attendu. Tu mets la barre très ah ben voilà. Il rougit Jean-Paul un peu. Amiens c'est vrai qu'il est une place. Voilà, et Amiens, on a vraiment des équipements qui sont variés, qui ont des dimensions différentes. Mais tu prenais l'exemple de la Maison de la Culture d'Amiens. Au début du mandat, nous n'étions pas à la Maison de la Culture, nous n'y siégions pas, nous n'étions pas autour de la table, nous ne financions pas, ou alors de manière très ponctuelle. Voilà, un geste fort. La région est revenue autour de la table et est redevenue un partenaire financier. Et j'ai eu la chance de siéger pendant 4 ans et demi au CA de la Maison de la Culture. Donc la maison, pour moi, c'est ma maison. J'ai toujours beaucoup de plaisir à y aller. Voilà, c'est vrai, quand tu rentres, c'est marqué. C'est bienvenue à la maison. Donc évidemment, c'est une scène et un lieu tout particulier pour les Amiénois, très ouvert sur la ville. Ça, c'est important aussi, parce que quand on voit cette Maison de la Culture, elle paraît très impressionnante. Et pour les personnes qui sont un petit peu éloignées de la culture, ça peut aussi être un petit peu un frein. Et le directeur Laurent Dréano a réussi à redonner cette connexion avec la ville, à faire venir des jeunes aussi. Et ça, c'est important parce qu'Amiens est une ville, c'est une des villes les plus jeunes de France. Alors, on est la région la plus jeune de France, mais on a à Amiens aussi énormément de jeunesse, donc il faut la faire revenir dans cette maison. Et je crois que Laurent a très bien fait cela et il a rempli sa mission et nous avons été à ses côtés pour cela. Évidemment, voilà, on a des équipements culturels comme le musée, tu l'as dit, le musée Picardie. Moi, vraiment, je vous invite tous, parce que c'est un lieu vraiment superbe. Et la rénovation, la qualité de l'accrochage. C'est vraiment un lieu incroyable. Donc, il faut y aller. Alors, quand il fera peut-être un peu moins beau, peut-être le réflexe est d'aller plutôt au musée quand il fait moins beau, mais en tout cas, il faut y aller, il ne faut pas attendre l'automne pour y aller. On a la Comédie de Picardie, j'en ai parlé, là pareil, c'est quelque chose que l'on porte fortement à la région, donc finalement tout ça est complémentaire. Et puis après, on a, l'autre jour j'étais au Safran, qui est un lieu de culture dans un quartier, qui est quartier politique de la ville, donc dans un quartier pareil, où justement la région doit être là pour amener la culture vers un public qui n'est pas forcément, qui n'a pas forcément une offre culturelle ou qui n'aura pas le réflexe d'aller vers la culture. Donc c'est à nous d'aller vers eux. Donc en tout cas, des lieux de culture dans les quartiers, des grandes scènes, des grands lieux de culture aussi. Et puis on a un patrimoine assez incroyable, tu l'as dit, la cathédrale, les 800 ans de la cathédrale cette année. Donc on a évidemment regardé Notre-Dame d'Amiens avec un regard tout particulier cette année. Donc on a en tout cas une ville qui est très attractive pour la culture et qui a ce rôle aussi après, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, mais l'important c'est que tous ces lieux de culture après puissent résonner sur l'ensemble du Grand Amiénois. Moi je suis par exemple maire d'une commune à côté d'Amiens, et bien tous ces équipements viennent à nous.
et toutes ces scènes, tous ces acteurs culturels viennent à nous. C'est-à-dire qu'on est dans un petit village d'Amiens Métropole, grâce au soutien régional auprès de ces équipements, on arrive à avoir des spectacles du cirque, parce qu'on a aussi le cirque Jules Verne, bien sûr. Voilà. Et donc, on a par exemple le cirque qui vient à nous pour un spectacle pour la jeunesse. La Comédie de Picardie, avec moi, j'ai eu la chance d'avoir le spectacle En Forme qui est venu, et c'était un des premiers spectacles que mes petits duriens ont pu voir au printemps. Donc, c'était un vrai bonheur, après tous ces mois difficiles, de revoir la culture dans une classe, parce que c'est bien d'abord dans les classes qu'on a pu refaire de la culture. Et c'était important pour nos compagnies qu'elles puissent continuer à jouer. Donc, tous ces acteurs culturels ont compris que une des premières portes, c'était les lycées, les collèges, les écoles, où ils pouvaient de nouveau rencontrer leur public. Donc, cette jeunesse a été un petit peu privilégiée, entre guillemets, dans le déconfinement. Et donc, moi, voilà, que je suis maire d'une commune d'Amiens Métropole, on a la chance d'avoir tous ces équipements qui viennent à nous. Voilà, c'est pas forcément à nous d'aller à la maison, même si j'ai toujours beaucoup de plaisir à passer les portes de la Maison de la Culture, mais ils viennent jusqu'à nous. Et ça, c'est important. C'est tout un écosystème qui se met en place. Et encore une fois, pour nos compagnies, c'est important qu'il y ait des lieux comme ça qui puissent les accueillir. Et on a nos résidences d'artistes sur l'ensemble d'Amiens Métropole qui ont évidemment un rôle très très important dans la diffusion et la création. Et alors, moi, tu m'as emmené au 25e oui, rendez-vous bah de la oui, voilà. BD Oui, dans les anciens Cernam, c'est ça? Alors, c'est la Halle Fraissinet, oui. Ouais, Ouais, oui. Et donc là, on a les rendez-vous de la BD. Alors, ça 25e rendez-vous. Donc, ce festival a lieu chaque année. Pareil, il monte en puissance. Alors, parallèlement au festival du Jardin, Festival international du Jardin. Voilà. Souvent, d'ailleurs, on a accueilli des compagnies aussi, parce que les ortillonnages, on a eu la chance l'année dernière de pouvoir ouvrir, puisque c'est un festival à l'air libre. Et donc, on a accueilli les compagnies. Il a fallu se battre. Et ça a fonctionné. Il a fallu se battre, grâce à toi notamment. Non, il a fallu se battre pour que ce festival ait lieu. Mais voilà, il y a cette chance, effectivement. Vraiment, donc ce festival, je vous invite. Alors, c'est tous les week-ends. Alors, ça aussi, ça fait partie. C'est-à-dire, tu vois, quand on peut se poser la question de l'aide de la région pour ces acteurs culturels, c'est de leur dire, bah, écoutez, voilà, on a en effet fléché une subvention pour soutenir votre événement. Après, on accepte des adaptations, on accepte des changements de calendrier. Là, par exemple, pour ce festival de la BD, Pascal Mériot, qui porte ce festival avec une passion incroyable et très communicative, il a adapté. C'est-à-dire, oui, il a les jauges, il doit avoir une billetterie, voilà. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de spontanéité. On allait au festival de la BD, voilà, on n'avait pas prévu, on y allait, on y passait l'après-midi. Aujourd'hui, on doit tout anticiper, tout prévoir. Bon, Pascal, encore une fois, avec toute son équipe, ils ont réussi à faire que ce festival ait lieu. C'était important pour les équipes, c'était important pour nous, c'était important pour les habitants d'Amiens et même de la région, parce que c'est un festival vraiment de renommée dans la région et au-delà, et en France, voire international. Donc, je suis très fière que Pascal ait réussi à faire amener ce projet cette année, parce que l'année dernière, on n'en a pas eu, c'était compliqué. Et donc, finalement, nous, la région, notre rôle, c'est de dire, voilà, allez-y, faites. Nous, après, on verra. A posteriori, on verra avec vous comment vous accompagner. Mais en tout cas, allez-y. On vous donne de la souplesse. On est à votre écoute. Et je pense à d'autres choses qui vont se passer là à Amiens. Il y a la Lune des Pirates qui fait un petit festival. Alors pareil, tu disais, François, on revoit le modèle. Eh bien voilà, tous ceux qui organisaient des festivals dans la région ont dû réadapter leur modèle. Et par exemple, donc, la Lune des Pirates va faire là, 18, 19 et 20 juin un petit festival. Enfin non, il n'y a pas de petit festival. Un festival en taille réaménagée, on va dire. Et donc, dans les îlots, les Ortillons. Donc ça, c'est évidemment aussi avec toi et Gilbert. Voilà. Et donc, on va avoir la chance d'avoir des petits... Déjà, l'année dernière, j'avais vraiment eu la chance de pouvoir assister à un petit concert très intimiste. Voilà, on se balade, on prend une barque, on y va, on se pose sur un îlot. Et là, c'est un vrai moment de rencontre avec l'artiste, et on passe un moment incroyable. Donc, tout ça, ce sont des moments culturels très importants pour la ville. Et je pense qu'on a réussi tous ensemble à revoir nos modèles. Alors, ils ont dû se réinventer pendant 1 an, nos acteurs culturels. Donc, ils ont beaucoup d'énergie. On leur doit beaucoup, parce que toute cette nouvelle forme, il a fallu tout le temps se réinventer. Et vraiment, chapeau, parce que quand on arrive à proposer là, cet été, des choses, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail avant. Donc la Lune le fait, le Main Square le fait en ce moment et se balade un peu partout. Alors nous, sur le Main Square, on n'aide pas directement, on aide que l'émergence en fait. Au Main Square, on n'aide pas le Main Square proprement parler, mais pour faire émerger
les talents régionaux, les groupes et donc les artistes régionaux. Ça, c'est important, qu'il y ait encore de l'émergence pendant cette crise sanitaire. C'est vraiment, voilà, il fallait surtout pas que ce soit une année de statu quo. Il faut que nos artistes émergent. Et c'est par exemple aussi ce qu'on va faire, un autre temps fort qui va servir et porter nos compagnies régionales et les compagnies amiénoises, mais évidemment pas que, hein, bien régionales. C'est par exemple Avignon aussi. Avignon qui est un temps oui, fort. parce qu'il y a la culture intramuros, puis il y Ouais. a la culture hors les murs. Hors les Tu es murs. Madame Rayonnement, donc c'est important. Il y a, non mais, il y a, il y a, Madame Rayonnement. il y a, non mais, il y a effectivement, il y a Avignon, il y a Arles. Tu peux parler aussi parce que la fierté des habitants aussi, Très fière, et pour nos artistes, quand même, voilà, Ouais. Avignon, Ouais. Arles, c'est dans deux Bien segments, sûr. c'est essentiel. Il faut Comment ça se passe? Comment c'est financé? Comment Alors, c'est organisé? Avignon, c'est monté en puissance d'année en année. Donc aujourd'hui, on a 27 compagnies régionales qui vont être à Avignon pour la 76e rencontre d'Avignon. Donc c'est important que ces compagnies soient. L'année dernière, ça a été une année blanche, une année terrible pour eux parce que voilà, très en amont, ils préparent tout cela puisque on a une soixantaine de compagnies qui proposent des projets pour Avignon et il y a tout un comité d'experts, une sélection qui est faite avec donc ce comité d'experts est composé d'artistes, de metteurs en scène, en tout cas de gens qui comptent dans la culture, pas d'élus. Ça, c'est important. C'était une volonté aussi du président Bertrand de dire que dans ces comités d'experts, il n'y a pas d'élus, il y a des professionnels de la culture. Et donc, ces comités d'experts ont fait une sélection. Et comme je te dis, cette année, on est à 27 compagnies. Alors, on a voulu plus de compagnies que ce qui était prévu. Au départ, c'était 21. Et comme il y a eu une année blanche l'année dernière, on a souhaité donner un coup de pouce supplémentaire. Donc, c'est 6 compagnies en plus de la région qui seront à Avignon cette année. Donc, un moment important pour eux. D'abord parce que la création, voilà, ils avaient travaillé, ils vont enfin pouvoir retrouver un public. Alors, je n'ai pas encore tout le protocole sanitaire d'Avignon, mais j'imagine que ça va être aussi une édition particulière. Pareil en termes de billetterie, de jauge, etc. Mais l'important, c'est que ce festival ait lieu pour eux, parce qu'ils ont travaillé, et ça peut aboutir, et surtout parce qu'évidemment, c'est une formidable vitrine pour eux, pour pouvoir après voilà, envisager de nouvelles programmations ailleurs et faire des rencontres professionnelles. Donc, Avignon, c'était important d'y être, mais surtout, c'était important de mettre encore plus et de les accompagner encore plus fort. Donc, on les accompagne sur le festival off, donc on les accompagne en termes de logistique, en termes de voilà, pour les salles, pour les frais, tout ce qui concerne les frais de réservation de salles, etc. Et puis sur la communication aussi, qui est un volet évidemment très important pour ces compagnies, pour qu'elles puissent exister et se faire connaître au plus grand nombre. Donc voilà, donc en tout cas, une montée en puissance du nombre de compagnies, de soutien financier, et encore plus, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut les aider quand tout va bien, mais il faut surtout les aider quand c'est plus difficile, quand c'est plus compliqué, et qu'il faut voilà, relancer la machine et faire que ces retrouvailles puissent avoir lieu avec leur public. Oui, parce que le danger de la crise, c'était, et on sait qu'il y a un certain nombre d'acteurs culturels qui malheureusement ont dû changer de vie. Oui. Parce que la culture, ça ne nourrit pas toujours son homme, c'est extrêmement compliqué, c'est une passion, et malheureusement, si on ne peut plus jouer, si on ne peut plus écrire, s'il n'y a pas de création, malheureusement, parfois, on plonge. Oui. Donc, c'est vrai que ce soutien, il est important, et que le dynamisme, on va le retrouver parce que il faut, oui, parce qu'on va les soutenir. Il faut les soutenir. Et l'année dernière, rappelle-toi, on avait déjà travaillé un petit peu sur l'été culturel. Et c'est vrai qu'il faut que cette période privilégiée, puisque là, aujourd'hui, en effet, c'est une date importante. On déconfine. L'année dernière, on parlait de déconfiner les esprits. Aujourd'hui, on est dans une phase très importante de ce déconfinement. Et il faut que les habitants de la région puissent de nouveau retrouver leurs manifestations culturelles, leurs festivals, leurs musées, leurs expos. À nous de donner l'envie. Et pareil, dans les discussions qu'on avait avec le CRAC ou avec les filières, c'était ce qu'ils nous demandaient aussi, finalement, c'était d'être une tête de réseau, de travailler sur la communication. On a, c'est vrai, un portail important à la région. Et il faut aussi que nos outils régionaux puissent être à leur service pour promouvoir et pour redonner l'envie et pour bien dire aux habitants de la région, voilà, on est une région de culture,
on va avoir un été culturel, il faut y aller. Et nous, on va avoir ce rôle et justement, donc l'été culturel, c'est une question qui revient, qui est posée là, donc, par Timothée. Donc l'été culturel, à quoi ça va ressembler dans les Hauts-de-France? Alors, donc l'année dernière, on avait déjà essayé de réfléchir. L'année dernière, c'était un peu compliqué parce que le confinement on sortait d'un confinement encore plus dur que celui-ci. Je sais avec Jean-Paul et avec d'autres, on avait échangé. Avec beaucoup d'acteurs, on a réuni effectivement beaucoup d'acteurs culturels, là aussi, dans une approche où on leur a demandé un peu à quoi ils pensaient, comment ils pensaient pouvoir reconstruire les choses. On a eu cette réunion avec la commissaire européenne à l'éducation et à la culture, Maria Gabriel, pour essayer de voir avec l'Europe aussi s'il y avait des subventions qu'on pouvait aller chercher. Et je vois d'ailleurs qu'il y a Godefroy qui nous suit, qui est le patron de Pictanovo, qui a été d'ailleurs aussi qui s'est beaucoup impliqué à l'époque sur cette question. Donc l'année dernière, on a essayé d'être le plus pragmatique possible, le plus réactif, et on avait fait un portail de l'été culturel en Hauts-de-France, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui à cette heure-ci, je voudrais aller voir une expo, je veux aller voir un spectacle autour de moi. Alors à l'époque, c'était les 100 km. Donc on avait, c'était quand même très. On oublie vite, on oublie assez vite toutes les contraintes qu'il peut y avoir. C'était très compliqué quand même. Et on essayait de faire une carte assez interactive pour dire et avec les services, on avait essayé de répertorier toutes les manifestations qui pouvaient encore se tenir malgré le contexte. Donc un portail, être les porte-parole de tous ces acteurs culturels qui ont besoin d'être visibles et surtout de les aider à retrouver leur public. Donc c'est donner l'envie, et c'est encore ce qu'on va faire cette année. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on accompagne les acteurs pour rendre les choses plus faciles, plus souples avec la région, faire que leurs projets puissent se réaliser dans des conditions optimales, c'est nous aussi, et je pense que c'est aussi le rôle des élus, aussi d'être porteurs de ce projet culturel et de donner l'envie aux gens et aussi aux communes de pouvoir encore porter des projets, parce que le maire que je suis peut évidemment en témoigner, et je pense que François pourrait aussi en témoigner dans ses activités sur la côte, mais pour un maire aujourd'hui c'est quand même compliqué. Pour la mise en place des protocoles. Et il ne faut pas se décourager, il faut y aller, donc il faut se dire ça vaut la peine. Et tu avais donné un exemple, il me semble, d'une compagnie dont l'une des personnes avait attrapé malheureusement une heure avant, on a dû annuler dans ma commune. Oui, c'est ça. Donc en fait, sur 4 spectacles que j'ai voulu faire là en très peu de temps, sur 4, j'ai dû en annuler 2. Dont un avec un comédien qui avait une heure avant savait qu'il était positif Covid. Mais il ne faut pas se décourager, il faut continuer à programmer, il faut leur permettre de pouvoir faire leur spectacle. Encore une fois, sur l'ensemble du territoire, c'est compliqué sur les grandes scènes. J'imagine qu'à la Maison de la Culture d'Amiens, les protocoles sont aussi très compliqués. Mais en zone rurale et dans les petites collectivités, il faut aussi, ils sortent d'un an de confinement, de période compliquée. Il faut dire, allez-y. Moi, je me dis, sur 4, j'en ai eu 2. Mais les 2, ça a été une formidable rencontre. Moi, c'était avec dans mon école, donc c'était avec des jeunes, un jeune public. Mais c'est important que ça puisse se faire. Donc, il ne faut pas se décourager. Et le rôle qu'on a, c'est bien de dire, allez-y. Oui, il va y avoir des petits grains de sable, il va y avoir des choses de dernière minute. Mais il faut y aller. Et surtout, il faut donner l'envie. Parce que ces acteurs, ils ont travaillé, ils créent. Maintenant, il faut y aller. Il faut que ça rencontre le public. François, tu voulais… Complètement. On est le dernier maillon, il y a toute une chaîne qui ne travaillera que si on leur offre la possibilité de se proposer un spectacle. Donc à nous, c'est vrai que on revoit 3 fois la copie, c'est vrai qu'il y a des protocoles, mais c'est mettre des barriérages, c'est avoir du personnel peut-être supplémentaire, des bénévoles également pour placer les gens, etc. Mais c'est pas insurmontable. C'est vrai que c'est vraiment à nous de proposer, de pouvoir organiser ces spectacles pour que toute la chaîne de la culture puisse se mettre en route et continuer d'exister. Alors, je vois pas, c'est un peu loin, mais s'il y a des questions en ligne, on est prêt à les prendre, évidemment. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole en direct ou à lever la main. Pour conclure, puisqu'on va essayer de rester dans le timing, puisque je vous invite toutes et tous quand même à être sur LCI, RTL, Le Figaro pour le débat de ce soir. Peut-être Godefroy, est-ce que tu veux d'ailleurs nous dire un mot sur l'action que toi tu mènes à la direction de Pictanovo,
et ce qui se passe un peu pour les acteurs culturels, notamment dans le monde du cinéma que tu suis au jour le jour. Alors, bonsoir à tous. Vous dire en quelques mots qu'il y a eu un énorme effort de fait depuis 2016-2017 avec une augmentation de 150% du budget d'investissement à l'endroit des industries culturelles et créatives, et notamment de l'audiovisuel et du cinéma, que nous sommes passés donc de 3,4 millions d'investissement à 8,660 pour plus de 42 millions de retombées attendues pour l'année 2020. Donc, c'est vraiment extrêmement important de prendre aussi conscience pour l'ensemble des participants, mais ça a déjà été présenté, qu'on parle bien de culture, mais qu'on parle également d'industrie culturelle, et que dans cette approche, on est vraiment dans une approche, en plus d'être culturelle, dans une approche économique qui génère de l'emploi, qui génère des retombées économiques, qui génère une attractivité et qui génère surtout une fierté d'appartenance par rapport à l'ensemble de ce qui se passe sur notre territoire régional, qu'il soit dans les 5 départements, avec le foisonnement de décors, de richesses que l'on peut retrouver aussi bien au niveau patrimonial que muséal, je vais pas vous alourdir le débat, mais en tout cas vous rappelez vraiment la richesse qu'on a sur les forêts, le littoral, et sur l'ensemble des 5 départements et l'ensemble du territoire régional des Hauts-de-France. Donc, vous dire qu'il y a eu un vrai investissement, et nous en sommes extrêmement grés auprès de la région, tout l'écosystème pour l'audiovisuel, le cinéma, et que c'est une vraie retombée économique avec des vrais succès. Encore récemment sur TF1 avec le succès d'HPI qui a permis de mettre en lumière à la fois le littoral avec Dunkerque pour un épisode, et l'ensemble de la métropole européenne lilloise, avec Wattignies, avec maintenant des sollicitations pour venir visiter les sites de tournage de HPI, où était Audrey Fleurot notamment, et puis également avec d'autres séries qui arrivent sur le service public, comme Germinal, qui a été plus sur le bassin minier avec Wany, avec le musée de Leward, avec différents endroits qui ont été, et évidemment à Rambert Creative Mine, qui ont été très repris et qui permettront de mettre en lumière une autre facette de notre histoire des Hauts-de-France, ô combien importante. Et puis également tout le champ de l'animation qui est extrêmement générateur d'emplois, et qui permet de fabriquer l'animation et certains dessins animés que regardent nos enfants, ou les moins enfants, parce que ça s'adresse à tout un type de public, en région, évidemment en France, en Europe, voire à l'international. Je raccroche il y a quelques instants avec le patron de Cybergroup Studio, qui diffuse des programmes qui sont fabriqués pour partie en Hauts-de-France, à l'international, aux États-Unis, et sur l'ensemble de la planète. Merci. Tu peux peut-être, parce que ce que les téléspectatrices et téléspectateurs ne savent pas, c'est que Godefroy a plusieurs casquettes. C'est un grand violoncelliste. Il a dirigé un conservatoire. On n'a pas beaucoup parlé de musique. Et toi qui continues à vivre dans cet univers et auprès de musiciens, est-ce que tu peux en dire un mot aujourd'hui? Peut-être redire qu'on a la chance d'être dans une région qui accompagne financièrement aussi nos 3 conservatoires à rayonnement régionaux, ce qui n'est pas acquis dans certaines autres régions, ou qui n'est plus forcément le cas dans d'autres régions que celle des Hauts-de-France. Donc c'est important, et que on pourrait parler, mais encore une fois ça serait un peu long, de l'éducation artistique et culturelle. C'est l'ensemble des actions qui sont menées. Anne en parlait tout à l'heure dans les écoles. Je pense que c'est extrêmement important pour beaucoup d'artistes et pour la majorité des artistes, effectivement, de se produire dans des grands théâtres, dans des grandes salles. On parlait du Off tout à l'heure et du Festival d'Avignon, mais il est également important de se produire et de sensibiliser et d'éduquer tous les jeunes. On est quand même dans la région la plus jeune de France, et on a un vrai travail à cet endroit de sensibiliser nos jeunes pour pouvoir savoir que ça existe, pouvoir pousser la porte des établissements, parce qu'on parlait musique,
mais on a également, outre les orchestres, on a la chance d'avoir différents orchestres, l'Orchestre national de Lille, l'Orchestre de Picardie, où la région a une action plus que significative, pas plus tard qu'il y a 2 ans et demi, pour accompagner l'Orchestre d'Amiens dans une période qui était un tout petit peu compliquée, et pour leur permettre d'en sortir, et fort heureusement, parce que c'est un des acteurs majeurs du territoire régional. Et donc, il y a cet aspect. Et également, si on parle toujours d'Amiens, toute cette dimension autour du cirque, toute cette dimension autour des arts de la rue, qui est extrêmement importante. Donc vraiment, il me semble qu'il est très important de souligner la fidélité et la constance et la présence de la région depuis de nombreuses années aux côtés des acteurs culturels. Et cette présence est fondamentale à différents endroits, aussi bien en amont sur une sensibilisation au jeune public et une découverte auprès des jeunes publics pour pouvoir accéder à un enseignement qu'il soit initial ou qu'il soit plus ciblé et plus professionnalisant, et d'accéder à l'ensemble du maillage qu'on a la chance d'avoir dans notre région, aussi bien au niveau chorégraphique de la danse, aussi bien au niveau de la musique que du théâtre. Et le théâtre, on pourrait en parler avec nos 9 scènes nationales, avec Beauvais qui est en cours qui vient d'être labellisé, qui a été un peu impacté là, récemment, mais qui vient d'être labellisé. Ça fait quand même 9 scènes nationales qui nous permettent vraiment de mailler le territoire à différents endroits, qu'on aille à partir de Calais, en passant par Valenciennes au Phénix, avec des projets extrêmement ambitieux de festivals transfrontaliers, pardonnez-moi, avec nos amis et voisins wallons et flamands. Donc, toutes ces choses sont extrêmement importantes et sont évidemment, je pense que nous avons tous hâte, à part ce soir, de retrouver nos restaurants et nos cuisiniers. Pour la petite blague, je lisais dans la presse que les diffuseurs de Top Chef, je ne fais pas de publicité, pardonnez-moi, mais qui sont M6, invitaient les téléspectateurs à ne pas regarder le programme pour aller dans les restaurants. Donc, c'est assez drôle, et c'est vrai que retrouvons-nous et ayons ces moments de partage qui nous permettent de retrouver aussi bien la musique avec nos différents orchestres, avec tout ce qui constitue cette richesse au niveau régional, que de nous retrouver au théâtre, que de nous retrouver évidemment dans le respect des gestes barrières, mais que nous nous retrouvions tous avec tout ce qu'il y a comme richesse sur notre territoire des Hauts-de-France. Et c'est vrai, on n'a pas parlé des musées, on n'a pas parlé du patrimoine, mais tout ça aussi est un terreau, ou des ortillonnages, ou de plein d'autres choses, mais qui sont vraiment une richesse extrêmement significative au niveau régional. Puisque tu l'évoques, je prends la balle au bon. 2 choses, parce qu'on va être obligé de terminer l'émission, parce que Top Chef ou pas Top Chef, en l'occurrence, le chef Bertrand ce soir est à la télévision. Il faut qu'on puisse tous rentrer pour se retrouver devant nos écrans, ce qui ne nous interdit pas de sortir, puisqu'on a jusqu'à 23 h. Donc, c'est possible. Entre 22 h et 23 h. Voilà. Ça va être un peu. Merci Godefroy. On reviendra d'ailleurs sur le sujet un jour, j'espère, de l'éducation artistique. Je conseille d'ailleurs à tout le monde la lecture du livre de notre ami Christophe Tardieu, qui est directeur du domaine de Chantilly, qui est avec des entretiens, une écriture avec David Lisnard. Très intéressant sur le sujet. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur Godefroy, et si on peut, à l'occasion d'ailleurs, faire une permanence sur le sujet, ce serait formidable. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Merci Godefroy, merci Anne, merci François, merci Julien. Demain, nous serons de nouveau sur la route, probablement dans l'Oise, terre qui t'est chère, je sais Godefroy. Nous serons avec Manuel Martin en direct de Gouvieux, de je ne sais plus quelle commune de l'Oise. Alors, ne me demande pas, c'est par là-bas en tout cas. Voilà. Merci à tous, et ce soir, à partir de 20 h 45 sur LCI. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir.